Salut. Alors dans le précédent épisode, nous avons suivi les aventures de Soundiata Keïta, de sa naissance jusqu'à la fondation de l'Empire du Mali, en passant par sa bataille contre Soumaoro Kanté. Alors que la flotte d'Aboubakari II navigue vers l'ouest dans l'Atlantique, un homme les regarde disparaître au soleil couchant. Ce vizir servira de régent pour le grand roi explorateur et gérera l'État pendant que son maître navigue sur l'océan. Lorsque le grand roi ne reviendra pas, ce régent montera sur le trône l'année suivante sous le nom de Moussa Keïta. Cependant, l'histoire se souviendra de lui sous le nom de Mansa Moussa. On se souvient de Mansa Moussa comme étant l'homme le plus riche ayant jamais posé les pieds sur terre. Et il était de loin. En fait, il était si riche qu'il n'existe aucun moyen à nos jours de comparer sa richesse aux normes modernes. Même Jeff Bezos possède une fraction de la richesse que Mansa Moussa avait. À l'époque, l'Europe ne se portait pas très bien. L'ensemble de la région subissait les conséquences d'une crise économique due à la chute de la production d'or et d'argent. Pendant ce temps, le Mali croulait sous l'or et l'argent. Mais Mansa Moussa voulait que le Mali soit plus qu'une superpuissance économique. Il voulait qu'il devienne un grand État reconnu dans le monde entier. Il passa les premières années de son règne à consolider l'administration du royaume et à développer les routes commerciales de l'Empire. Il donne le feu vert à une campagne militaire pour étendre l'Empire à l'est en vue de s'emparer des villes commerciales de Tombouctou et de Gao. Il s'intéresse ensuite aux questions internationales, ce qui signifie aussi la religion. Moussa était un fervent musulman. En fait, il était probablement plus pieux que ses prédécesseurs. Mais il n'hésitait pas à utiliser la religion comme un outil politique. L'islam avait fait son chemin auprès des familles royales d'Afrique subsaharienne, notamment parce qu'il leur permettait d'accéder à des choses qui rendaient l'État plus efficace. On pouvait avoir par exemple l'écriture arabe, la loi religieuse, les pratiques administratives du Moyen-Orient et bien sûr le commerce transsaharien lucratif du Mali qui n'a été possible que parce qu'il s'agissait d'une nation musulmane comme ses partenaires commerciaux. Cependant, en dépit de sa puissance économique et de son prestige religieux, le Mali était considéré comme une puissance de seconde zone comparé à ses partenaires commerciaux en Afrique du Nord. C'est ainsi que 17 ans après le début de son règne, en 1324, Mansa Moussa se mit en route pour le Mali. Il entreprit le plus extravagant des hajj/pèlerinages à la Mecque de l'histoire de l'humanité. Le but de ce pèlerinage était assez simple, attirer l'attention des autres pays sur le Mali et redorer son blason. Avant Mansa Moussa, seulement 2 autres Mansa avaient réussi à faire un pèlerinage à la Mecque. Mais il se trouvait dans une époque un peu plus chaotique où les ressources étaient limitées. Pour Moussa par contre, il s'agissait de déclarer au monde islamique que l'Empire du Mali était prospère, pieux et puissant. Alors je vais essayer de faire un bref résumé de toutes les légendes qui entourent le cortège de Mansa Moussa durant son pèlerinage. On disait que son cortège scintillant faisait honte au soleil, des richesses qui dépassaient l'imagination. Certains récits affirment qu'il a fallu plus d'une journée pour que son opulente caravane passe. Un autre affirme que sa suite comprenait plus de 60 000 personnes, 500 héros portant des bâtons en or et une suite personnelle de 12 000 serviteurs vêtus de soie et portant des lingots d'or. Et pour finir, un train de bagages de 600 chameaux les suivait, chacun transportant 300 livres de poussière d'or. Il ne faut aussi pas oublier que, en bon musulman, Moussa se devait de remplir son devoir religieux qui était de partager avec les pauvres. Du coup, durant son passage, il partageait des poignées d'or aux mendiants et aux passants qu'il croisait un peu par-ci, un peu par-là et tout le monde devenait riche. Et là, si on veut rentrer encore plus profondément dans la légende, certains récits affirment qu'il construisait une mosquée chaque vendredi et qu'il passait des mois dans les bazars du Caire à acheter des souvenirs à des prix absurdement gonflés. En fait, apparemment, durant son voyage, l'empereur a dépensé tellement d'or au Caire, à Médine, etc. qu'il a fait chuter la valeur de l'or. En gros, il a causé un crash financier. Bien que Moussa ait tenté de remédier à cette situation en empruntant de l'or aux prêteurs du Caire à un taux d'intérêt astronomique, la valeur de l'or a tout de même mis plus de 10 ans à se rétablir au Moyen-Orient. Et là, je ne sais pas tous si on réalise l'ampleur de ce que je viens de dire. Le gars, il est tellement riche, il a tellement mis d'or dans une géographie donnée que l'or n'a plus aucune valeur. C'est une dinguerie. Cependant, il avait fait tout ce chemin pour faire bonne impression et il y est parvenu.
Des siècles plus tard, les habitants du Caire racontaient encore des histoires sur son train de pèlerinage et leurs récits filtraient jusqu'en Europe par l'intermédiaire des marchands de Venise. En 1375, les cartographes européens produisaient des cartes du monde sur lesquelles le Mali, représenté par Mansa Moussa, inspectant une pépite d'or. Mais cet étalage gratuit n'avait pas pour seul but d'attirer les regards. Il s'agissait aussi d'attirer des talents. Lors de son voyage retour vers le Mali, Mansa Moussa prit avec lui des bureaucrates, des architectes et des érudits arabes dans l'espoir de faire du Mali un centre culturel et religieux islamique. Sur le chemin du retour, il emprunta un itinéraire différent. Il passa par Tombouctou et Gao, que ses armées avaient envahies et conquises pendant son absence. Et là, je fais une pause encore parce qu'il faut qu'on réalise la dinguerie. Mansa Moussa, il était tellement puissant qu'il pouvait partir en pèlerinage pendant 1 an, laissant son royaume à ses fils, et à son retour, il retrouvait de nouveaux territoires. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez incroyable. Parce que si tu vas en vacances, il y a de fortes chances que tes fils fassent une petite rébellion et que tu ne retrouves pas ton trône. On peut prendre l'exemple de Samori Touré avec le siège de Sikasso, où partant à la campagne de Sikasso, ses fils ont fait une rébellion. Alors à son retour, de nouveaux bâtiments pour l'empereur sont construits, dont un nouveau palais, des mosquées, des bibliothèques, des universités et la grande mosquée de Djingueruber de Tombouctou. Désolé, j'ai probablement mal prononcé. Et cette mosquée existe encore aujourd'hui. L'afflux d'intellectuels, d'artistes et d'artisans qualifiés a permis de développer le commerce et de faire de Tombouctou une ville de premier plan dans le monde islamique à une époque où les nations les plus avancées du monde étaient musulmanes, de l'Espagne à l'Inde centrale. Alors à ce moment-là, on se retrouve dans les années 1400 et le niveau d'éducation était devenu si élevé en Afrique de l'Ouest que lorsque Abd al-Rahman al-Tamimi, un érudit de la péninsule arabique, était venu à Tombouctou pour y être professeur, on lui a dit qu'il n'avait même pas le niveau pour être élève. Il a dû aller au Maroc pour suivre des cours au préalable avant de revenir. À ce moment-là, le Mali est devenu le centre de l'islam en Afrique subsaharienne en missionnant ses voisins. On disait que si l'or venait du sud, le sel du nord, le savoir venait de Tombouctou. En raison de sa situation unique près du désert du Sahara et sur le fleuve Niger, Tombouctou était un creuset et une plaque tournante pour les échanges intellectuels et culturels. Les livres n'étaient pas seulement écrits à Tombouctou, mais aussi importés de partout. L'industrie de la copie de livres y était très développée. À une époque où les livres étaient des produits de luxe, difficiles et coûteux à produire. Alors, on se retrouve pratiquement à la fin de cette histoire et je dirais qu'il est important de retenir que tout ce qui a été raconté a été rendu possible par le leadership de Mansa Moussa dans l'expansion de son empire. Les conteurs locaux, c'est-à-dire les griots, qui ont conservé l'histoire orale du Mali, ont parlé d'un roi un peu différent de ce que je vous ai raconté. Il parlait d'un roi insensé qui a gaspillé les trésors impériaux et a convoité des objets islamiques en abandonnant les traditions de son peuple. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si, après sa mort, l'empire du Mali a commencé à s'effondrer lentement. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le dernier épisode de cette série, la chute de l'empire du Mali. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et surtout à vous abonner. Ça fait plaisir et à bientôt. Peace.